Et si les États-Unis passaient vraiment à gauche? On vous en parlait la dernière fois du mouvement démocratique Socialist of America, mouvement largement appuyé par Bernie Sanders et surtout Zoran Mamdani, dont l'influence ne cesse de croître de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça va continuer. La semaine dernière, les primaires démocrates dans l'État du New York ont vu déferler une véritable vague rouge, le rouge de la gauche ce coup-ci, Daria Lisa Avila Chevalier, Claire Valdez, l'américano-palestinienne Aber Kawas. Je ne cite là que quelques noms qui ne vous disent sans doute rien parce que les médias ici n'en parlent pas, mais ils ont bel et bien remporté leurs primaires respectives et ils pourraient bien faire leur entrée au Congrès américain en novembre prochain. Washington DC, la capitale, et Los Angeles sont aussi en passe de passer à gauche. Et toutes ces perspectives donnent des sueurs froides à Donald Trump. Lors d'un discours prononcé le 28 juin dernier, il a qualifié ses victoires de plus grand péril de l'histoire des États-Unis, comparant les candidats DSA à des communistes cruels prêts à tuer leurs adversaires. Le Parti démocrate, qui tente par tous les moyens d'enrayer la machine, n'y parvient pas. Quitte à ressortir des vieux tweets marxistes de Daria Lisa Avila Chevalier, comme si c'était grave, mais rien n'y fait. Il y a comme un effet Zoran Mamdani qui semble inarrêtable. On parlera aussi des décisions de la Cour suprême qui vont permettre à Donald Trump d'expulser les étrangers comme il veut, mais qui rejette en même temps son recours visant à faire annuler sa condamnation pour agression sexuelle dans l'affaire qui l'opposait à la journaliste E. Jean Carroll. En attendant, bonsoir à toutes et à tous, installez-vous bien confortablement, il est désormais l'heure d'aller faire un tour du côté de chez Sam. Et comme toutes les 2 semaines, je me retrouve en compagnie de votre duo préféré, Claire Rabès et Tristan Cabello. Comment ça va? Écoute, ça va. Très bien, très bien. Plus frais, hein? Plus frais. Plus frais qu'il y a 2 semaines. Ah, bah Avant- alors, nous, ici à New York, la canicule arrive, donc je vous en Ah, parlerai mieux la semaine prochaine. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Avant de démarrer les discussions, je vais vous embêter un petit peu parce que si vous ne le savez pas encore, sachez quand même que la semaine dernière, le 24 juin dernier, le média a passé son audition devant l'ARCOM dans le cadre de sa candidature à la TNT Île-de-France. Et d'ici là, notre objectif, c'est d'atteindre 5000 donateurs mensuels et nous présenter à la TNT avec la communauté la plus forte possible, si on y est accepté bien sûr. Et si vous souhaitez défendre une information indépendante et nous aider à préparer les grandes échéances démocratiques à venir, l'élection présidentielle, rendez-vous sur cap-sur-lemediatv.fr. Voilà, maintenant on peut commencer les discussions. Et donc, comme je l'avais dit dans l'introduction, on va commencer pour une fois par le cool, si j'ose dire, pour ce numéro, parce que la vague rouge qui est en train de déferler sur les États-Unis, qui, comme je le disais, donne des sueurs froides à Donald Trump, mais aussi à l'establishment démocrate, hein, le camp des Kamala Harris, Joe Biden et Hillary Clinton. J'en ai pas parlé dans l'introduction pour pas faire trop de name dropping, mais on a appris tout récemment la victoire pour sa primaire de Melad Quiros, donc autre candidate DSA, dans son district, l'équivalent de circonscription du Colorado. On a aussi, par exemple, le personnage de Francesca Hong dans le Wisconsin qui monte. Bref, il y a du rouge, mais du vrai rouge, hein, parce qu'aux États-Unis, le rouge, c'est la couleur des républicains. Là, du vrai rouge de gauche. Qui débarque dans cette campagne pour les midterms? Pour une fois, je commence avec toi, Tristan. Oui, bah alors c'est vrai que c'est une très grande surprise, mais on la voyait venir de loin, hein, cette vague rouge. C'est-à-dire que les gens, non seulement en ont marre du Parti républicain, le Trumpisme, il n'a plus de grande adhésion, mais les gens aussi veulent renverser la table dans le Parti démocrate. Alors là, tu viens d'en parler, mais donc ce mardi, on a quand même une candidate d'ISA, Melad Quiros, donc, qui gagne dans le Colorado, à Denver, et elle gagne contre une députée qui était là, mais ça c'est incroyable, elle était là depuis 30 ans. Elle a fait 15 mandats. Alors, ce qui est incroyable, c'est que moi, je n'en avais jamais entendu parler de cette députée, ce qui veut dire qu'elle faisait peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, elle a été remplacée par une jeune députée dynamique de gauche, qui était très pro-Palestine. C'est vraiment le point commun dans toutes ces candidatures, pour Medicare for All, pour College for All, qui avait un agenda voilà, très progressiste, très socialiste. Et donc c'est vrai que l'establishment démocrate a peur. Parce qu'on le voit bien, c'est que dans toutes les primaires où tu as
un ancien député qui est là depuis très longtemps, un ancien représentant qui est là depuis très longtemps, qui fait face à une jeune pousse socialiste. Ben, en général, ces anciens députés, ces anciens représentants, ils perdent leur primaire. Ça a été le cas ici à New York, on y reviendra. C'est le cas dans le Colorado. Et donc, ça donne des sueurs froides à beaucoup. Parce que qui peut dire aujourd'hui, si tu veux, que Hakeem Jeffries, par exemple, le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, s'il y avait eu une vraie primaire contre lui à Brooklyn, est-ce qu'il aurait gagné? Chuck Schumer, par exemple, chef des démocrates au Sénat, bon, on sait que lui veut prendre sa retraite, mais est-ce qu'il pourrait encore gagner une primaire, même à New York? Rien n'est moins sûr. Donc, c'est vrai que ces DSL, là, ils sont peu nombreux, hein, ça va être 10-12 députés à la fin, hein, 10-12 représentants. Donc, vraiment peu nombreux, mais un rapport de force qui est en leur faveur. C'est-à-dire qu'ils portent des projets que les Américains veulent voir aboutir, mais aussi ils peuvent faire tomber des anciens du Parti démocrate, et ça, bon, ben, ça leur fait très peur. Donc c'est vraiment, ils sont tout à fait minoritaires, hein, il faut toujours le rappeler, mais c'est un rapport politique qui est en train de changer. Ouais. Claire, on ne parle là évidemment que de primaires, hein. Tout de même, on a déjà aussi, même, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, de ces primaires pour les midterms, ces primaires démocrates. On a parlé de Graham Plantner dans le Maine. On n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi le Montana ou l'Iowa qui sont aussi en passe de voir gagner des candidats DSA, ou en tout cas d'une gauche un peu plus radicale, pourtant dans des États qui ne sont pas très habitués au progressisme. Mais la vraie question qu'on va devoir se poser à un moment donné, c'est est-ce que ces candidats ont une chance, parce que le vrai enjeu c'est de gagner en novembre et d'arriver au Congrès, Tout à fait. est-ce que ces candidats ont une chance d'y arriver au Congrès? Alors, comme tu as dit qu'on commençait par le cool, j'ai envie de dire que j'y crois. Oui, alors dans toutes les candidatures confondues, je crois qu'ils ont présenté 150 candidats, justement, d'ESA, et qui en auraient, alors je les connais pas tous, hein, donc j'ai pas fait les calculs moi-même, mais une trentaine, 30 à 35, qui pourraient justement être en bonne position. Ça veut pas dire, comme le disait Tristan, qu'on en aura autant dans les positions élues d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas seulement que des candidats au Congrès, mais c'est assez intéressant à noter. Alors, pourquoi moi j'ai envie d'y croire? Eh bien déjà parce que par exemple on parlait du Colorado et par rapport à New York et justement je m'adresse aussi à Tristan pour qu'il me précise et qu'il me corrige même s'il y a besoin, mais c'était une primaire comme j'ai pu le voir du coup moi en Arizona avec un vote semi-ouvert, c'est-à-dire que les indépendants, donc non pas ceux qui sont enregistrés comme républicains, mais les personnes enregistrées en tant que démocrates pouvaient voter. Comme à New York, mais en plus ceux qui sont aussi enregistrés comme indépendants. Ce qui fait que la primaire est plus large et ce qui fait qu'elle a quand même gagné. Donc l'argument selon lequel, autant de l'establishment démocrate d'ailleurs que des républicains, qui dit qu'ils ne pourraient pas gagner parce que finalement l'électorat n'est pas assez centriste et ces centristes-là se désolidariseraient d'une vision trop de gauche, trop radicale, trop etc. Et bien finalement ça donne quand même un peu de réflexion pour se dire que à qui ils parlent vraiment d'ESA, et bien peut-être un éventail plus large de personnes. Ouais. Et je regardais les chiffres, on en parlait un tout petit peu avant l'émission, mais ce qui est assez intéressant, là c'était une analyse notamment à New York, c'est aussi dans les quartiers, c'est les personnes avec le plus haut revenu qui votent finalement DSA. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'apathie, on le sait, dans les personnes qui gagnent moins, qui sont plus éloignées de la politique, qu'on a du mal à faire venir, même si c'est évidemment l'objectif premier, et c'est dit comme ça, explicité comme ça, et mis en place même dans la stratégie électorale avec les porte-à-porte et la mobilisation comme ça par DSA. Finalement, quand même, on voit ce résultat, et ça c'est intéressant aussi, sur qui adhère finalement au récit et à la politique de DSA. Donc est-ce qu'ils vont gagner? Bah oui, il y a possibilité, et notamment aussi parce qu'ils commencent en fait à prendre beaucoup de lumière médiatique. Quand même. C'est-à-dire qu'on commence à en parler à New York, ça a fait bruit. Et puis là, c'était J.D. Vance dans un podcast qui racontait que du coup, Trump était plutôt d'accord avec la proposition de Bernie Sanders et souhaitait la reprendre à son compte de taxer les grandes compagnies d'IA. Donc peut-être pas à 50%, mais finalement, il reprendrait la proposition de loi qu'a déposée en début de semaine dernière, il me semble, Bernie Sanders. Donc en fait, on a même, j'ai l'impression en tout cas, une influence réelle sur le discours aujourd'hui à tenir. Pourquoi? Parce que Vance disait que finalement, oui, dans la chrétienté, c'était logique de redonner, de redistribuer. Donc,
apparemment, il a changé de position, mais c'était la charité chrétienne en bonne et due forme. Et finalement, c'était pourtant une paternité très socialiste, Ouais. en l'occurrence, puisque c'était Bernie Sanders, donc, et qui est le seul sénateur aujourd'hui estampillé réellement d'ISA au Congrès, comme on le disait la fois dernière. Ouais. Donc oui, j'ai envie de croire qu'il y a une infusion des idées et qu'il y a des chances de gagner aussi, parce que ce que dit l'establishment démocrate, finalement, est peut-être plus un épouvantail que quelque chose de réellement chiffré et entendu. Ouais, d'autant que cet épouvantail, il risque de pas marcher bien longtemps, parce que maintenant, on a quand même l'expérience de Zoran Mamdani qui a enregistré quand même très rapidement des premiers succès dans sa politique. Puis évidemment, il y a de toute façon les propositions qu'il a faites pour New York qui sont reprises par les autres candidats, et donc des propositions concrètes qui parlent sans doute à la majorité peut-être à la majorité des Américains. On n'est pas que sur de la théorie politique, on est sur de la proposition concrète. C'est ce que Tristan nous dit à longueur d'émission très souvent. Et, mais quand même, l'élite démocrate continue de ne pas voir ça d'un très bon œil, hein, et ça n'hésite même pas à aller dans les coups les plus bas. Par exemple, là, il y a Daria-Lisa Avila-Chevalier qui en a fait les frais. Hein, ces tweets qui ont été exhumés et jugés marxistes, comme si c'était grave d'être marxiste, hein, en plus. Mais bon, bref, ces tweets ont été outés. Elle a dû s'en expliquer en disant « Je ne suis pas communiste, je suis social-démocrate ». Est-ce que ce genre d'attaque, Claire, je me tourne vers toi là-dessus à nouveau, peut avoir son effet pour les élections de mi-mandat, ou pas du tout? Oui, ça peut avoir un effet dans le sens où combien on va avoir de candidats, en fait, c'est surtout ça aussi. Est-ce que finalement tout le monde va bien suivre la ligne, et ensuite est-ce que chacun va être unifié, enfin, c'est-à-dire c'est la Blue United for Blue. Est-ce que, puisque du coup ils sont bleus aux États-Unis, Ouais. mais donc effectivement ça peut jouer dans le sens où ça attire les médias, c'est évidemment des dissensions internes, donc ça fait parler sur le fait que justement Jeff Fries dise que ça ne soit qu'une poignée finalement d'élus et que ça ne pèsera pas au Congrès, que du coup ils n'auront pas voix au chapitre. Donc Ouais. finalement, effectivement, ça peut quoi? Ça peut inciter des électeurs à ne pas aller voter, ou peut-être prendre un républicain si par hasard il y avait un républicain modéré. Néanmoins, moi j'ai encore une fois envie d'être plutôt sur le côté positif de la chose, et on voit d'autres candidats émerger, même si par exemple un James Talarico, il ne se dit pas finalement DSA, il a Ouais. même revendiqué sur le fait qu'il ne se dit pas DSA. Bon, il faut dire que c'est un peu particulier aussi au Texas, mais on voit quand même qu'il est au coude à coude avec le candidat désigné par Donald Trump, que Donald Trump a décidé effectivement d'organiser une convention, ce qui est chose assez rare, juste avant les midterms, donc en septembre, début septembre, au Texas. Donc mettant la lumière aussi sur cette bataille-là. Donc en fait, oui, ça peut jouer, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi jouer en leur faveur, parce qu'on leur donne la parole, et finalement on commence à expliquer ce qu'ils pensent aussi, au-delà des tweets marxistes, etc. Et peut-être que les gens qui ont un peu du mal aujourd'hui avec l'information, puisque quand même Donald Trump a tellement démonétisé l'information. Il y a beaucoup d'Américains aujourd'hui qui se disent écœurés et ne pas regarder les informations mainstream, etc., en tout cas de moins en moins, par une fatigue informationnelle. Et bien finalement, du coup, ils peuvent peut-être se démarquer de ce genre de polémique pour regarder encore une fois ce qui sera sur le fond et voter pour eux. C'est peut-être un petit peu optimiste, mais j'y crois. Ouais. Tristan, est-ce que tu partages, toi, l'analyse de Claire sur l'effet politique que peut avoir cette cabale démocrate contre les candidats d'ISA? Ouais, moi je suis encore plus optimiste que Claire sur la potentielle victoire des DSA, hein. C'est-à-dire que les DSA, il faut quand même rappeler qu'ils ont gagné dans des districts qui sont très démocrates, qui sont très bleus. Donc ça veut dire qu'ils auront des opposants, bien évidemment, à la générale, hein, des opposants républicains, mais qui depuis 40 ans n'ont jamais gagné un seul district bleu. C'est-à-dire c'est des circonscriptions démocrates, c'est des circonscriptions de gauche, et donc Daria Lisa, elle ira au Congrès, Melat, elle ira au Congrès, Claire Valdez, elle ira au Congrès, et puis même dans des circonscriptions d'ailleurs ou des États qui sont peut-être un peu plus conservateurs, un peu plus modérés, comme le Maine, on en a parlé, Claire a aussi parlé du Texas.
On voit que ces candidats, disons les candidats insurgés, comme on les appelle maintenant ici aux États-Unis, même s'ils sont pas d'ISM, mais disons de gauche un peu plus radical que le Parti démocrate, ils sont en tête des sondages. Donc ils peuvent vraiment gagner. Il y aura un groupe insurgé, informel, bien évidemment, hein, à la Chambre des représentants, ils vont gagner. Et puis pour ce qui est des tweets, moi ce qui m'a beaucoup choqué dans la campagne contre Daria Lisa, par exemple, moi j'habite dans sa circonscription, donc j'ai vraiment suivi cette campagne au cœur du réacteur, si j'ose dire. Bon, c'est que vraiment les démocrates ont employé des méthodes vraiment très proches du camp trumpiste. Pour la critiquer, Hmm. ils ont dit qu'elle faisait partie du problème de gentrification. Ils ont dit qu'elle n'était pas si dominicaine que ça, qu'elle était en fait haïtienne parce que Daria Lisa est afro-latina, qu'elle ne faisait pas partie de la communauté, qu'elle n'était venue ici juste pour imposer ses idées socialistes et communistes. Donc tu vois que les démocrates, quand ils savent qu'ils vont perdre leur siège face à la gauche, ils se radicalisent. Et quand ils se radicalisent pas du côté de la gauche, ils se radicalisent du côté de l'extrême droite. Et ce qu'on a vu là, c'est dans un district donc qui est le mien, le district qui a voté pour Daria Lisa, c'est quand même le deuxième district le plus pauvre du pays. Tu vois, donc là, c'est pas des gens à haut revenu qui votent pour le DSA. C'est des gens normaux. C'est des gens qui sont même d'ailleurs en dessous de la normale, puisque ils sont dans un pur centile qui est un des plus pauvres du pays. Donc ça, il faut quand même le rappeler, c'est que il y a eu vraiment des campagnes euh, qui rappellent beaucoup le Trumpisme. Hmm. Et ça venait vraiment du camp démocrate pour essayer de déstabiliser ces candidatures insurgées. Mais moi, je crois vraiment qu'ils vont gagner. En novembre, je pense que ça fait même aucun doute. C'est-à-dire, ils sont dans des circonscriptions qui sont très safe pour eux finalement. Bon, alors mis à part voilà la sénatoriale, par exemple au Michigan, au Maine, au Texas, qui là seront peut-être un peu plus durs, mais où ils ont des bonnes chances. En tout cas, les gens qui ont gagné pour le Congrès la primaire vont certainement gagner en novembre, et ça fera un petit groupe de 10 à 12 personnes, peut-être à la Chambre. Ça m'a l'air d'être pas grand-chose, ça peut paraître pas grand-chose, mais encore une fois, ça sera une force quand même de contestation qui sera énorme pour l'establishment démocrate. Claire, certains, toi qui connais bien les rouages du Parti démocrate, il y a quand même beaucoup d'observateurs qui parlent de crise au Parti démocrate. Est-ce que cette montée en puissance des DSA est susceptible de créer une crise au sein du Parti démocrate? C'est ce dont on discutait aussi la dernière fois. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'à Villa Chevalier, par exemple, elle disait qu'elle avait reçu beaucoup de soutien aussi et d'appels de ce qu'elle a appelé la old guard, donc la vieille garde. Donc c'est intéressant, elle n'a pas voulu nommer les personnes, mais elle a dit qu'elle avait beaucoup reçu de soutien justement par rapport aux attaques et aussi suite à sa victoire. Donc c'est intéressant de le noter quand même par Ouais. rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait Tristan. Néanmoins, on a tout un tas d'analystes, et c'est notamment l'ancien conseiller de Clinton encore qui disait que pardon, lui n'avait rien à voir donc avec les démocrates socialistes et qu'il parlait même de schisme. Il fallait avoir un schisme. Bon. On en a toute une flopée, encore une fois, une flopée, pardon, qui raconte cela. Oui, ça montre que il y a, encore une fois, une déstabilisation du Parti démocrate sur sa gauche, comme il y a eu, encore une fois, avec les républicains, avec le Tea Party. On a une polarisation réelle aux États-Unis, un peu partout, hein, bien entendu, mais aux États-Unis, ça se voit comme ça. Et ce que disait Tristan par rapport à Trump et par rapport aux personnes qui ont voté pour Trump, aussi pour souhaiter un avenir meilleur, parce qu'il parlait justement de la vie quotidienne, de la vie chère, dont il a vraiment fait le cœur de son programme. Bah là, c'est aussi des mesures concrètes, comme on l'a souvent dit, hein. Mais c'est intéressant de voir aussi la montée en communication de l'entité DSA actuellement, et qui, comme le disait tout à l'heure Tristan, égrène en fait ce qui fait unité. C'est-à-dire, effectivement, le welfare state, les écoles gratuites. Donc, enfin, voilà, l'ensemble de pourquoi on vote finalement DSA. Donc, à partir
partir de là, oui, forcément, ça appuie sur le Parti démocrate, ça les force à prendre des positions. Et par exemple, un Gavin Newsom en Californie, sur la taxe sur les à l'américaine, voilà, sur les plus riches, c'est intéressant de voir quand même comment il est poussé à prendre des positions publiques en faveur, alors que concrètement, on sait très bien qu'il a mis, et je vais le dire très poliment, longtemps à être convaincu. Justement, peut-être qu'il y a il y a deux, trois choses dans l'actualité qui vont peut-être pousser le centre, les centristes démocrates à virer un peu à gauche, parce que l'autre sujet de l'actualité, comme je disais, c'est la Cour suprême. Alors là, c'est un sujet moins sympa, quoique un peu mi-figue mi-raisin, parce qu'elle a rendu là, ces derniers jours beaucoup de décisions. Alors, désolé, la transition va être un peu longue, pourtant on va traiter le sujet rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais commencer par le mauvais. Alors, la Cour suprême a déjà commencé par révoquer le statut protégeant pas moins de 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens, donc qui pourront être renvoyés chez eux sans concession. Elle a ensuite autorisé Donald Trump à révoquer, comme il le souhaite, les employés de l'administration, y compris des directeurs d'agences fédérales, à l'exception de la Fed. Donc c'est mi-victoire, mi-défaite, parce que justement, la patronne de la Fed, Trump, voulait sa tête, mais du coup, ne pourra pas l'avoir. Mais pour tout le reste, ça sera comme il veut. Il y a aussi les sportifs trans qui se sont vus confirmer leur interdiction de participer aux compétitions sportives scolaires et universitaires. Il faut savoir que là-bas, c'est un passage obligé pour qui veut faire carrière dans le sport, hein. C'est la NCAA, c'est le système high school et le système NCAA qui sont primordiaux. Je vais finir avec le bon. La Cour suprême a censuré Trump dans son désir d'abolir le droit du sol, premièrement, le 14e amendement de la Constitution américaine, et a confirmé sa condamnation pour agression sexuelle dans l'affaire, je le disais, qui l'opposait à l'ex-patronne du magazine Elle, Jean Carroll. Claire, comment analyser ces décisions de la Cour suprême? Comme je disais, un peu mi-figue, mi-raisin, mais ça semble quand même aller dans ce qui valide, en tout cas, il a l'air de s'en contenter, parce que ça valide un petit peu son socle idéologique, le socle idéologique du clan MAGA, notamment sur la question de l'immigration et de la transidentité. Claire? J'irais même plus loin, je dirais que ça valide totalement. Et d'ailleurs, il avait été beaucoup plus vocal quand la Cour avait annulé ses droits de douane, parce que là, justement, il y avait presque un risque de dissension. Là, finalement, ce qu'ils disent, c'est notamment sur la nationalité par le droit du sol, c'est que c'est un amendement constitutionnel. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que oui, il y a une majorité donc contre cela, donc contre le décret de Donald Trump. Il y a une majorité contre le décret de Donald Trump, mais il y a aussi un des juges, donc nommé par Donald Trump, qui a ouvert un peu une porte en disant, eh bien finalement, c'est le Congrès pourrait se saisir de cette question et travailler peut-être à une nouvelle législation. Ce qui, de tous les analystes, disent que c'est quand même un chemin compliqué, mais en tout cas, Trump s'est engouffré dedans pour finalement en avoir que des victoires et puis une victoire en demi-teinte. Et sinon, comme tu l'as dit, ça confirme la politique migratoire, puisqu'en fait, au-delà des Syriens, au-delà des Haïtiens, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on ne va même pas laisser rentrer les gens sur le territoire. Donc, les demandeurs d'asile ou les réfugiés, tout simplement, quel que soit le statut. Et on parle aussi de gens qui sont aujourd'hui légalement sur le territoire, avec ce statut, justement, certes temporaire, mais avec ce statut, qu'ils ont parfois depuis une dizaine d'années, qui sont parfaitement intégrés, notamment les Haïtiens, dans des positions de soins, souvent, c'est eux qui sont dans le care, ou dans les positions, par exemple, de femmes ou hommes de ménage, principalement. Donc, c'est vraiment des gens plus ou moins intégrés, hein, quand même, réellement, dans le tissu économique américain. Donc, ça, c'est vraiment le discours contre l'étranger en tant que tel, qui peut aussi aller sur des Somaliens demain, sur des Éthiopiens. Donc, ça valide totalement la théorie de Donald Trump sur l'immigration et l'idéologie MAGA, où le danger, c'est l'autre, et notamment pour nos droits économiques, donc c'est-à-dire le droit au job, etc., etc. Et concernant les agences fédérales, c'est pareil, en fait. On voit là une extension, comme pour l'immigration, du droit présidentiel contre, finalement, le Congrès, puisque c'est le Congrès, normalement, qui nomme. Et d'ailleurs, l'avis du juge, du coup, je le reprenais, c'est juge Roberts, c'est
Le Congrès, donc, il n'est pas possible que ce ne soit pas le Congrès qui choisisse les candidats. Néanmoins, le Congrès ne peut pas imposer au président des gens avec qui il n'a pas envie de travailler. Donc finalement, sachant qu'au Congrès sont présentés des gens souvent avec qui le président a envie de travailler, globalement, le pouvoir, encore une fois, du Parlement est réduit. Donc les institutions sont affaiblies. Le pouvoir présidentiel n'a jamais été aussi large. C'est concrètement ce qui ressort quand même de ces décisions. Ouais. Tristan, pour finir, ces décisions de la Cour suprême que Claire a très bien résumées et très bien analysées, quel peut être, parce que comme je disais, c'est mi-figue mi-raisin, donc là on parlait de ce que la Cour suprême a jugé de bon, enfin a jugé favorablement à Donald Trump, mais il y a aussi des choses plus défavorables, comme justement le droit du sol ou cette affaire d'agression sexuelle. Quel coût politique ça peut avoir pour Donald Trump, ces décisions de la Cour suprême? Ouais, moi je pense que même les bonnes décisions, si tu veux, c'est des mauvaises décisions à la fin parce que ça va vraiment déplacer le centre de gravité de la vie politique vers la droite, hein, ici aux États-Unis. C'est-à-dire, on sait très bien quel genre de campagne, par exemple, les démocrates ont fait la dernière fois. Et la dernière fois, c'était des campagnes pour préserver la démocratie, pour remettre, par exemple, le droit à l'avortement dans la loi. Kamala Harris parlait de codifier, voilà, Roe versus Wade, etc. Ils pourraient s'embarquer dans la même politique cette fois-ci, en disant voilà le droit du sol est menacé par les Trumpistes, il faut absolument faire quelque chose pour protéger ça. Et alors bien évidemment, hein, il faut faire quelque chose pour protéger ça et pour protéger le droit à l'avortement, mais ça c'est la base, tu vois, c'est la base, c'est-à-dire c'est la base de ce qu'il devrait vraiment proposer. Il devrait proposer beaucoup plus que ça. Donc moi j'ai peur qu'il se limite à ce genre de réaction dans la prochaine campagne présidentielle. Et puis, tu vois, Claire l'a dit très bien, hein, c'est-à-dire que même sur les droits trans, là, toutes ces décisions, ça ouvre la porte à toutes les discriminations. En matière d'immigration, en matière de sexualité, d'identité de genre. C'est vraiment incroyable, hein. C'est la porte ouverte à toutes les discriminations. Et je rajoute aussi une autre décision dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le fait que maintenant, les dons aux partis politiques pour faire les campagnes électorales, ils vont être illimités. Donc ça veut dire que en gros, tu peux donner autant que tu veux pour un parti politique, autant que tu veux pour un candidat finalement, aussi bien à l'intérieur du parti qu'à l'extérieur du parti. C'est incroyable. Ça veut dire que Ouais. vraiment les campagnes vont coûter des millions de dollars. Ça va décupler le coût. Et puis surtout, Déjà qu'elle ça va coûte très donner un cher aux États-Unis. mégaphone. Voilà, ça va donner un mégaphone aux plus riches qui vont essayer d'influencer les élections. Et ça, ça va pas souvent dans notre sens, hein. Non. C'est souvent les républicains ou les démocrates de l'establishment qui reçoivent beaucoup d'argent. Alors, on l'a vu, pour revenir au début de l'émission, on a vu que ça marche plus trop. Mhm. On a vu qu'on peut mettre beaucoup d'argent dans les campagnes et que les petits candidats qui n'ont pas beaucoup d'argent finalement peuvent quand même gagner. Donc est-ce que ça va marcher? En tout cas, moi je crois vraiment que ces décisions de la Cour suprême, voilà, elles sont vraiment très mauvaises. Même les meilleures sont en fait mauvaises. Ça va déplacer le centre de gravité vers la droite. En fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir une vraie conversation sur cette Cour suprême. Je sais que Kamala Harris, par exemple, en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein. Est-ce qu'il faudra avoir des juges qui sont là à vie? Bon, ça, c'est vraiment une question qu'il faut poser. Est-ce qu'il faut avoir plus de juges? Il faut vraiment réformer cette institution qui ne représente plus du tout les Américains. Bah écoutez, on va suivre aussi ça de près parce que je suppose que d'ici là, la Cour suprême va peut-être en rendre d'autres des décisions comme celle-ci. Et si les débats se jouent sur cette question de la Cour suprême, sa réforme ou non, ça sera l'occasion pour nous d'en parler dans un prochain numéro du côté de chez Sam. Merci beaucoup Claire et Merci Tristan à vous. encore Merci pour à vous. vos expertises et pour cette discussion passionnante. Vous aurez compris, du côté de chez Sam, c'est terminé. Donc avant de rendre l'antenne, on a quand même quelque chose de très important à vous dire. Le 24 juin dernier, le média est passé devant l'Arcom dans le cadre de sa candidature à la TNT francilienne. D'ici là, notre objectif, toujours le même, d'atteindre 5000 donateurs mensuels et nous présenter
à la TNT, avec la communauté la plus forte possible. Si vous souhaitez défendre une information indépendante et nous aider à préparer les grandes échéances démocratiques à venir, en l'occurrence la présidentielle 2027, rendez-vous sur cap-sur-10cap.lemediatv.fr. Merci encore pour votre attention et votre fidélité, et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Du côté de chez Sam.